Bonjour à tous. Je tiens dans un premier temps à vous remercier à nouveau, donc toutes les personnes évidemment présentes ce soir pour suivre ce webinaire organisé par Smart Home Europe. Donc aujourd'hui, notre sujet, comme vous le savez, sera Nodon, donc marque française de domotique que vous connaissez sûrement tous déjà un petit peu. Donc ce soir, pour faire le tour de notre présentation, en plus de Bruno et moi-même de Smart Home Europe, nous avons la chance d'être accompagnés par Aurélien, que certains connaissent également, responsable client chez Nodon. Donc, pour faire Voilà. le point sur le programme de notre webinaire du soir, on commencera par une présentation de la société Nodon, avant de parler du bâtiment connecté, puis de la technologie N-Océan largement présente sur les produits Nodon. On fera également un focus sur le principe d'association, avant de faire le tour des produits du catalogue. Donc, les deux derniers points qu'on abordera ce soir seront les champs d'application possibles et la présentation de quelques usages simples offerts par cette gamme de produits. Donc, comme d'habitude, on prendra un premier temps de questions-réponses au cours de la présentation, donc, qui se situera après la présentation du catalogue Nodon. Et bien sûr, également un second temps de questions-réponses à la fin de cette présentation. Donc, c'est parti. Je vais donc maintenant laisser la main à Aurélien pour prendre la suite de cette présentation. Bon, tout d'abord, bonjour à tous et puis merci donc d'assister à ce webinaire. Donc effectivement, donc Aurélien, moi je m'occupe des clients chez Nodon, donc j'ai un gros background technique. Donc si vous avez des questions lors de ce webinaire, n'hésitez pas à me les poser. Il y aura aucun problème pour vous répondre. Alors tout d'abord, pour ceux qui nous connaissent, tant pis, mais ceux qui ne nous connaissent pas, on va faire une petite présentation de la société. Donc Nodon, comme l'a dit Mallory, c'est une société française, hein. On est basé à Orléans, dans le 45. Donc on est vraiment spécialisé dans les accessoires sans fil pour la maison connectée. Donc on crée les solutions de A à Z, que ce soit le design, l'électronique, la production, tout ça. C'est fait en interne chez nous. Et on s'attaque sur les marchés résidentiels, bâtiments, hôtellerie, écoles, tertiaires, etc. Voilà, actuellement, on est distribué un petit peu partout dans le monde, hein, France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, en Asie, Dubaï, tout ça. Donc, on a vraiment des distributeurs un petit peu partout. Notre équipe, bah, forcément, on a des gens un petit peu partout aussi, experts internationaux passionnés d'objets connectés. Donc, effectivement, on a des gens un petit peu dispatchés partout en France, partout dans le monde. Donc, voilà, on est vraiment présent sur tous les continents. Hop, donc voilà, Thomas, CEO de Nodon, qui est là. Les produits sont les racines des logements et des bâtiments connectés d'aujourd'hui. On va voir en fait l'architecture d'un bâtiment comme il est décrit en fait dans le label R2S, donc Ready to Service. Nous, vraiment, on ne fait pas de solution globale pour le bâtiment connecté. On s'attaque aux accessoires qui seront dans les logements, en fait, hein. Donc, on a trois familles de produits, les actionneurs, les contrôleurs, les capteurs, dont on va voir les spécificités en détail. Voilà, donc comme je vous le disais, l'architecture d'un bâtiment connecté, donc ça commence en bas avec la couche matérielle. Donc, logiciel embarqué, métier, appareil connecté. Donc, ça va être le capteur, enfin le module pour les volets roulants, le capteur d'ouverture, le capteur de température, voilà, le module qu'il y a dans l'éclairage, un petit peu dans le radiateur, partout. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la couche basse, matérielle, qui va véhiculer les informations sur un support de communication, donc filaire ou radio. Donc chez Nodon, on est vraiment spécialisé sur la partie radio, hein. On fait uniquement et exclusivement des produits sans fil. Et après, donc, toutes ces informations vont aller dans la partie infrastructure, donc va aller vers un concentrateur, une box domotique, qui ensuite sera relié à Internet ou non, selon le client. Toutes les informations vont aller dans le cloud, vers la troisième couche, la couche de service. Donc là, on a l'interface utilisateur, le service client, en fait, hein,
Donc, il va nous permettre de piloter son logement à distance, d'avoir ces retours d'informations un petit peu partout où on se trouve, enfin directement sur le téléphone. Voilà. Alors aujourd'hui, donc Nodon, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une gamme sur différents protocoles, mais il y en a un en particulier, celui dont on va parler ce soir, qui, voilà, qui a vraiment la cote chez nous depuis quelques années, donc c'est le N-Océan. Donc le N-Océan, c'est un protocole qui a de nombreux avantages. Donc, interopérabilité. Aujourd'hui, on est plus de 480 fabricants à utiliser ce protocole. Donc, s'il y a un trou dans la gamme qu'on propose, éventuellement, vous avez 480 autres fabricants qui peuvent potentiellement avoir ce qui vous manque, en fait, l'accessoire qui vous manque. L'autre côté intéressant, donc c'est le sans fil, spécialité chez nous. Et le gros avantage chez N-Océan, c'est que c'est l'un des seuls protocoles, du moins ça a été le premier, à proposer du sans pile. Donc, pas de pile, pas de maintenance. Ça nous permet une grande modularité dans les logements. Ça permet de limiter aussi les travaux d'installation. Donc, c'est vraiment assez simple à mettre en œuvre, contrairement à des protocoles filaires où ça nécessite des grosses interventions en fait, dans le bâtiment, bien souvent. Voilà. Bon, pour parler rapidement de N-Océan, c'est une technologie qui est née en Allemagne en 2008. Ils voulaient avoir une solution standardisée et interopérable pour les bâtiments et maisons intelligentes, donc basée sur du sans pile. Donc le protocole N-Océan a été conçu en fait autour du sans pile, parce que vraiment on en avait marre de remplacer des piles quand on a des produits par dizaines voire centaines en fait dans les bâtiments. C'est juste pas viable à long terme d'avoir à remplacer les piles tous les ans, tous les 2 ans ou des choses comme ça. Voilà, donc bâtiments intelligents, les maisons intelligentes et les applications IoT. Donc c'est vraiment le but de ce protocole, c'est vraiment le smart building. Donc bien évidemment dans le but d'avoir un bâtiment intelligent, donc plus sûr, plus économe, plus respectueux de l'environnement et encore une fois sans pile. Voilà, donc bon, on ne va pas revenir trop dessus. Donc, grande flexibilité, effectivement, du fait de la radio, du fait qu'il n'y ait pas de piles, sécurité, économie de fonctionnement aussi, parce que remplacer des piles tous les ans, tous les 2 ans, dans 10, 20, 100 capteurs, 100 produits, ça commence à représenter un budget sur le long terme. Voilà, donc c'est une Effectivement, technologie ça, d'avant-garde. pour les piles, je suis Ouais. désolé, mais je pense que c'est important de bien appuyer là-dessus, parce que c'est vrai que pour du particulier, pour un domicile, c'est moins problématique parce qu'on en a moins. Mais c'est vrai que quand on est installateur et qu'on fait du projet sur des grands bâtiments, sur d'ampleur où il y a beaucoup de capteurs, c'est très, très important, je pense, de vraiment prendre en compte cette dimension au niveau de la pile et de la maintenance. Effectivement, parce que dans ce cas-là, du coup, c'est vraiment une grosse économie de temps et d'argent sur cette maintenance-là. Et autre avantage aussi, c'est qu'on peut également avoir des dispositifs sans pile donc qui fonctionneront tout au long de l'année, mais on peut également prévoir une petite pile de secours pour certains cas où cette pile ne fera office, ne fonctionnera que lorsqu'il est nécessaire, mais le reste du temps, on aura une autonomie complète du dispositif. Ouais, tout à fait. Après, on peut aussi parler des problématiques, surtout pour les installateurs. Ils mettent un produit en service, pas de pot, le produit dormait dans le stock depuis allez, 6 mois, 8 mois, 10 mois. Ils l'installent, 2 semaines après, la pile est rincée. Au niveau de l'installateur, il faut qu'il revienne sur le terrain uniquement pour changer une pile parce que forcément, son client a dit vous m'avez installé ça il y a 1 semaine et ça marche déjà plus. Donc, ça, c'est vraiment une tranquillité, je dirais, au niveau de la pile. Évidemment, donc efficacité énergétique, pas de câblage pour les capteurs, donc effectivement, sans fil, sans pile, on pose le capteur, ça fonctionne, terminé, quoi. Voilà, le gros intérêt du N-Océan, à mon sens, c'est par rapport à même tous les autres protocoles existants,
c'est la possibilité de faire des associations directes multiples. Donc, les associations directes multiples, c'est un adapteur ou des modules, donc module 1, module 2, module 3, comme il est représenté ici. On va avoir différents contrôleurs, que ce soit une centrale domotique ou une télécommande. On va associer la télécommande et la centrale au module. Donc, en fait, on n'a pas besoin de créer un réseau comme on peut le voir avec d'autres technologies. Ça va être, voilà, le module va répondre au contrôleur auquel il est associé, donc que ce soit la télécommande ou la centrale. Donc là, par exemple, on fait, dans le cas d'une installation avec une télécommande et une centrale qui piloterait les modules, on va associer les 3 modules à la centrale, on va associer les 3 modules à la télécommande, et après quoi, on aura donc ce fonctionnement qui est décrit ici. Donc la télécommande va demander un changement d'état du module, donc allumer la lumière. Le module va envoyer un accusé de réception et la centrale va récupérer en fait cet accusé de réception pour visualiser le changement d'état, donc vérifier que le module a bien allumé la lumière. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'avoir le retour d'état dans la centrale domotique. Mais je dirais, elle est là en spectateur en fait, dans ce cas-là. Après quoi, la centrale peut tout à fait demander un changement d'état au module. Et à ce moment-là, le module, lui, va renvoyer son accusé de réception à la centrale. Donc comme ça, la centrale va être en mesure de savoir que la lumière est allumée ou éteinte. La télécommande, de toute façon, elle n'est pas alimentée, puisqu'il n'y a pas de pile. Donc, elle n'a aucun besoin de connaître l'état du module. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un avantage concurrentiel sur cette technologie parce que au niveau des installateurs, on est capable tout à fait de livrer un logement connectable, fonctionnel, sans centrale. Donc, c'est-à-dire que voilà, on va associer un interrupteur à un module pour l'éclairage. L'installateur, il configure le tout, la lumière fonctionne. Si l'occupant un jour veut rajouter sa centrale par la suite, il n'a pas à déconfigurer les modules ou quoi que ce soit. Il a juste à appairer à nouveau le module à sa centrale et à ce moment-là, il a son logement qui est connecté. Et inversement, ce qui est intéressant, c'est cette notion de résilience, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait commencer avec un interrupteur et un dispositif pour pouvoir le contrôler donc avec un interrupteur sans box, mais ensuite on peut aussi ajouter une box pour avoir plus d'intelligence. Mais si par exemple on coupe cette box pour X ou Y raison, cette box ne fonctionne plus ou n'est plus accessible, on a ce côté résilient, cette notion de résilience qui nous permet d'avoir toujours un contrôle local et qui sera nécessaire au quotidien. Voilà, ouais. Donc ça, c'est vrai qu'à l'heure qu'il est, il n'y a aucune technologie qui permet ça. Donc ça, encore une fois, même au niveau de l'adoption, je trouve ça hyper intéressant parce que, comme tu dis, donc on commence avec un couple télécommande interrupteur ou un couple télécommande module ou interrupteur module. On s'équipe sur une pièce et puis on peut le faire facilement évoluer petit à petit au fil du temps, quoi, en fait. Contrairement avec d'autres technologies où on va créer des réseaux, le jour où on change de centrale ou des choses comme ça, là, on est obligé de casser tout le réseau, de refaire de configurer tout. Bref, une journée en fait à passer là-dessus. Et ça encore, je pars sur un pavillon, par exemple. Si on parle d'un hôtel, c'est 3 semaines de boulot, quoi, en fait. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est évolutif et qui est vraiment très simple à faire évoluer, quoi. Voilà. Hop. Donc la gamme Nodon, nous aujourd'hui, ce qu'on propose va répondre à 90% des usages de la maison. Donc ça va être des modules pour l'éclairage, on-off, 1100 watts. Donc ils sont 2 canaux. On va avoir 2 canaux. On peut piloter 2 lignes d'éclairage avec le même module. On va avoir ce qu'on appelle le module multifonction qui a plutôt vocation à des applications type chauffage, porte de garage, portail ou une prise, tout simplement.
On va avoir le module volet roulant. Donc lui, exclusivement pour avec une autocalibration, hein, il va automatiquement savoir la hauteur de la fenêtre. Donc c'est vraiment très très simple à mettre en place. Un nouveau qui va arriver dans le courant d'été, c'est le module fil pilote, donc avec les 6 modes de gestion pour un radiateur fil pilote. On a un accessoire qui est le boîtier Ride-in pour tous ces modules qui permettent de les installer directement à un tableau électrique. Donc Ride-in. On a des télécommandes, donc sans fil, sans pile, interrupteur. Interrupteur à carte aussi, plutôt pour l'hôtellerie. Alors, on a une question. Donc, combien on peut mettre de télécommandes sur un module? On peut aller jusqu'à 22 contrôleurs. Donc, sur un module, on peut avoir soit 22 télécommandes, soit 22 centrales, soit un mix, mais en tout cas jusqu'à 22 en fait, hein, par module, ce qui permet d'aller assez loin. On a un petit nouveau aussi, qui est petit nouveau, qui est plus très nouveau, mais il est récent, c'est le soft button. Alors lui, c'est un petit bouton avec 3 types d'appui: appui simple, appui double, appui long. Lui, il fonctionne avec une pile. C'est un petit intrus, mais c'était une manière de répondre en fait à une clientèle qui avait du mal en fait à appuyer, hein. Donc des populations un peu vieillissantes ou des personnes un peu jeunes ont un petit peu de mal à appuyer sur les télécommandes sans pile. Cette Donc on a télécommande, fait on a eu l'occasion d'en parler ce vendredi lors du sujet de la mobilité réduite, donc qui est très utile ouais, également pour les personnes à mobilité réduite. Donc Julien nous avait commenté son usage au quotidien. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc clairement, bon bah voilà, ne pas avoir de pile, ça se paye avec la force mécanique qu'on va exercer en fait sur la télécommande ou sur l'interrupteur. Bon, là on a une pile en fait qui a malgré tout 10 ans d'autonomie, hein, sur une CR 2032, donc ce qui est relativement intéressant. On a les prises intelligentes, donc prise on-off avec détection de coupure de courant, prise intelligente metering aussi, donc avec mesure de consommation. On a la micro smart plug, donc c'est la même que la prise intelligente avec mesure de consommation, sauf qu'elle est réduite, donc évidemment elle passe un petit peu moins de puissance. On va avoir les capteurs, donc capteurs de température intérieur, 0 à 40 degrés, sans fil, sans pile, capteur de température et d'humidité, capteur d'ouverture porte et fenêtre. Donc ces 3 capteurs vont emmagasiner de la lumière tout au cours de la journée, donc que ce soit de la lumière solaire, fluorescente, incandescente, ou enfin peu importe le spectre lumineux. Il va emmagasiner toute cette lumière au cours de la journée et il va l'utiliser en fait la nuit, hein, tout simplement. Donc il est complètement autonome en énergie. Et après, donc, on va avoir un détecteur de mouvement. Donc lui, c'est pareil, pour éviter de mettre des cellules, il a une pile, mais il a quand même une autonomie qui va au-delà de 5 ans. Voilà, donc c'est au niveau voilà, de la maison. Je dirais on a encore une fois 90-95% des usages courants de la maison. Donc on est en mesure de piloter, de commander un petit peu tous les appareils du logement, quoi. Donc ça va être la chaudière, la porte de garage, comme c'est illustré ici, le radiateur, les lumières, les volets, la télé, le storeban, etc. Voilà. Hop. Donc aujourd'hui, Nodon, on a plus de 350 000. D'ailleurs, on se rapproche plutôt des 400 000 produits vendus et installés dans des logements, donc qui sont utilisés, je dirais, au quotidien. Pour vous citer quelques projets, on a fait des hôtels particuliers, donc avec plus d'une centaine de volets roulants, hein. On a fait 120 écoles aussi à Paris pour de la gestion, du contrôle de température dans les salles de classe. Et puis, on a fait plus de 3000 logements aussi connectés, donc appartements résidentiels, donc sur les 3-4 dernières années, quoi, en fait, hein.
Donc, c'est quelque chose qui… voilà, c'est une technologie qui est vraiment approuvée et qui est vraiment fiable, hein. Il y a aucun problème dans pas mal de domaines. Donc, tous ces domaines, d'ailleurs, on va en parler. Av- Les, Avant oui, de passer du coup à ça, on va faire une petite pause pour répondre aux peut-être questions. Donc, il y question. en a déjà pas mal quand même. Oui, Euh, je vais peut-être me mettre juste sur cette slide et comme ça, on voit en même temps la gamme de produits, etc. Si jamais il y a des questions sur différents produits, on pourra les voir en même temps. oui. Alors, du coup, on a tout d'abord déjà Teddy qui nous demande si notre donne. Donc, avez-vous pu faire un petit signal lumineux pour confirmer le mode répéteur via Dolphin View? Alors, on le fait. Mhm. Maintenant, en fait, avec les derniers firmware sur les modules, la LED renvoie un accusé de réception euh, quand on active le répéteur. Donc ça, c'est fait sur les derniers firmware. Et en plus de ça, le module il envoie un signal radio de manière à ce que la centrale sache si le mode répéteur est activé et à quel niveau il est activé. Donc ça, D'accord, c'est donc il y quelque a un chose. retour d'état maintenant sur le paramétrage du mode répéteur. Ouais, tout à fait. Donc, Ouais. qu'on passe par Dolphin View ou par une centrale qui est capable de modifier, la centrale ou Dolphin View envoie l'information et le module renvoie comme quoi il a bien modifié, il s'est mis dans tel état, etc. C'est ça, c'est ça, Parfait, c'est ça. Ouais. merci. On a Thomas qui nous demande, apparemment il y avait un problème il y a pas longtemps avec l'interférence entre le protocole N-Océan et la 5G. Est-ce résolu? Alors moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler, d'autant plus que ça me surprend assez parce que la 5G, on est quand même sur des fréquences assez hautes. Le SN Océan est plutôt sur une fréquence assez basse, quoi, hein, puisqu'on est en Mhm. Moi 838. non plus, j'avais pas entendu. Est-ce que peut-être Thomas, tu as eu des sources ou alors tu as confondu peut-être avec un autre protocole, je sais pas, mais c'est vrai que j'avais pas entendu de problème particulier entre 5G et NOCéan, quoi. Ouais. Après, ouais, moi, personnellement, j'ai jamais eu ce problème. Et puis, bon, après, j'avoue que la 5G, je n'y suis pas beaucoup confronté encore actuellement, mais j'ai vraiment aucun là-dessus. Mais si Thomas en a, à la limite, je suis preneur pour avoir plus d'informations et qu'on aille explorer ça parce que, ouais, au jour d'aujourd'hui, on n'a vraiment pas de souci, quoi, en fait, hein, avec la 5G. Bruno, on t'entend pas. Non, Bruno, nous ne t'entendons pas. On te voit parler, mais Bruno, on essaie de te laisser reprendre la main sur le micro. En attendant, je vais continuer quand même la question. On a une question de Autant pour Stéphane. moi, j'avais coupé le Ah, micro. c'est bon. Du coup, C'est tu ça. disais, Bruno. Donc, je disais que effectivement, oui, on entend plus parler de problèmes de fréquence avec le Zigbee, par exemple, qui utilise le 2 Giga 4, mais pas avec Océan, à notre connaissance. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous sourcer les différents sites que vous avez trouvés ou informations pour pouvoir en savoir plus. Ouais. De toute façon, il y a mes coordonnées à la fin de la présentation, donc il ne faut pas hésiter à me faire ce genre de retour. Il y a aucun problème. On investigue là-dessus sans aucun souci. Donc, ensuite, question de Stéphane qui nous dit, maintenant que le Zigbee sans pile existe et connaissant la montée en puissance du Zigbee, est-ce que cela n'annoncerait-il pas la fin du N-Océan? Alors, oui, non, peut-être. Alors là, incapable de prédire ce qui va se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Zigbee ne permet pas euh, de faire ce système réseau. En fait, voilà, en Zigbee, on va devoir faire un réseau, que ça soit avec du sample ou non. Donc, le jour où on fait une installation standalone, hein, donc sans box domotique, on vient d'une box domotique, il va falloir reconfigurer tous les appareils du réseau, quoi, en fait. Il va falloir recasser tout le réseau, refaire la config. Donc, au niveau installateur, je sais que c'est une solution très très pertinente. Elle est probablement très pertinente pour du grand public,
mais voilà, qui va pas avoir de problème en fait à passer son week-end, à reconfigurer sa maison parce qu'il a changé sa box domotique et tout ça. Si on parle d'efficacité terrain, je ne sais pas si le Zigbee au jour d'aujourd'hui est capable de- d'être aussi simple à mettre Ouais. en œuvre que le PC. Nous, concrètement, qui avons l'habitude de voir différents projets, notamment autour de JDOM, principalement, ça va être l'Enocean et le Z-Wave, parce que c'est vrai que le Zigbee a aussi ses inconvénients. Alors, pour le particulier, effectivement, on peut retrouver différentes solutions qui nous conviendront. Par contre, pour des projets professionnels, c'est vrai que le Zigbee, à ma connaissance et à notre connaissance, je crois, je n'ai pas vu forcément de projet. C'est plus compliqué au niveau euh, voilà, du maillage, ce genre de caractéristiques. Donc, je pense que pour l'instant, personne n'a la réponse sur l'évolution des technologies, quelle sera celle qui s'imposera. Mais pour le moment, voilà, on peut surveiller le Z-Wave, le Zigbee, l'Enocean, le Bluetooth. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore de clair vainqueur. Chacun s'adapte à différents besoins. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, à voir par la suite, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de réseau, en fait, hein, clairement, sur le Zigbee, et ça, c'est assez problématique hein, par rapport à du NOC1. On voit ça, c'est beaucoup plus lourd à configurer que du NOC1. Tout à fait. Du coup, pour continuer les questions, on a Martial donc, qui revient, effectivement, qui met le doigt sur le fait que le détecteur de mouvement possède une pile. Et C'est est-ce ça. que Nodon envisage de réaliser un détecteur sans pile comme d'autres fabricants le proposent? Alors en fait, non, parce que comme le dit Martial, il y a d'autres fabricants qui le proposent. Donc, C'est un choix. Voilà, comme on a des fabricants qui ont ce fameux détecteur sans pile, euh, on a, on n'a pas jugé pertinent d'en sortir un second en fait. Par contre, il y a eu toute une catégorie de personnes qui disaient bon, ne pas avoir de pile sur un détecteur de mouvement, euh, ça coûte quand même le prix d'un capteur qui est relativement gros, en fait, avec des cellules Mhm. qui sont assez inesthétiques. Donc, il y avait vraiment un marché sur du bâtiment où des gens voulaient quelque chose de discret. Bon, faire du discret sans pile, c'était pas possible. Donc, on a pris le parti de mettre une pile dedans, de manière à répondre à ce marché. Voilà, on a d'autres fournisseurs qui ont cette version sans pile. Donc comme ça, je dirais, on est complémentaires en fait, hein. Chacun a le sien. Après, je dirais, c'est une question de… Voilà, ça permet d'avoir du choix en fait hein, C'est ça. De toute façon, pour il était l'installer. important d'avoir un détecteur de mouvement et océan avec une pile malgré tout, justement pour répondre à d'autres besoins euh, ou aux besoins d'un détecteur de mouvement en N-Océan qui serait par exemple dans un KGB, je sais pas, enfin dans une pièce aveugle ou ce genre de choses, où là la C'est plaque ça. solaire ne sert à rien, quoi. Donc voilà, avec ce détecteur, moi, ça répond à autre chose. Et si vous avez besoin d'un détecteur avec sans pile, bah, là on peut se diriger ailleurs du coup pour le trouver, quoi. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Là, on a une question un petit peu technique de Teddy qui nous dit qu'il a 80 produits N-Océan en doublon. Ah, ok, en doublon sur une JDOM et sur une IDOMUS. Et apparemment, il n'a pas le retour d'état. Enfin, il a le retour d'état sur JDOM, mais pas sur IDOMUS placé au même endroit. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a peut-être. Est-ce que le N-Océan sur la IDOMUS est bien configuré? Là, ouais, là, je pense qu'on ne va pas vraiment pouvoir répondre comme ça. Je pense que ça Ça, c'est mérite. assez difficile à dire. Est-ce que les commandes marchent bien sur les deux centrales? Est-ce qu'il n'y a pas de perturbation de l'une à l'autre? Comment elles sont installées? Tout ça, je dirais, euh, faut pas hésiter à nous écrire ou à m'écrire hein, Oui, directement, voilà. voilà, pour avoir un détail complet en fait de la configuration, de manière à ce qu'on regarde. Hein. Après, il Oui, y a je pense que là, c'est plus des questions où il faudrait plus nous contacter en privé. Sinon, pour qu'on puisse privilégier un peu les questions plus générales et qui peuvent répondre à tout le monde. Donc, ouais. n'hésitez pas, Teddy, à nous contacter en privé pour qu'on puisse avancer sur ce sujet. Thomas qui nous dit, la télécommande a besoin de savoir l'indicateur d'état, communication bidirectionnelle, sinon il faut envoyer des ordres explicites, ce qui double le nombre des boutons poussoirs. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je pense, Aurélien, si tu as compris la question.
Je... L'indicateur d'état. Moi, si je comprends bien la question, je ne crois pas que la télécommande ait besoin de connaître l'état dans lequel se situe le récepteur, euh, parce qu'on va utiliser par exemple le bouton du haut en on, le bouton du Ah haut en ouais. off, ou sinon on doit pouvoir configurer en toggle, je ne sais plus de mémoire. Aurélien. Ouais, alors, ouais, je pense que c'est le sens de la question. Effectivement, il faut s'assurer d'avoir une certaine cohérence, hein, dans le logement. Donc, soit on choisit d'allumer systématiquement en haut, soit on choisit d'allumer systématiquement en bas. Pareil pour les télécommandes, hein, d'utiliser un pictogramme qui soit possible. Ce qu'on fait aussi depuis peu, c'est du marquage directement sur les interrupteurs. Donc, vous pouvez nous consulter et on propose des interrupteurs marqués. Donc là, je dirais euh, au niveau de l'ordre, enfin, il est relativement explicite en fait s'il est marqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a depuis peu et c'est tout à fait envisageable d'avoir des boutons marqués avec un picto clairement qui parle clairement à l'utilisateur, quoi. Mm. Parfait. On va répondre encore à deux, trois questions, puis on laissera le reste pour la fin de la présentation. Alors, donc Ludovic qui nous demande pour les modules pour un interrupteur, nécessite-t-il le neutre? Bah, là, je peux répondre, hein, oui, nécessite le neutre aujourd'hui, mais on peut déjà dire que dans le futur, il y aura un module qui pourra être utilisé sans neutre en N-Océan chez Nodon. Voilà, on en parlera peut-être un petit peu Ouais, plus. c'est un petit peu le prochain bébé qui sortira de chez nous. Ce sera un module d'éclairage sans neutre, quoi. Parce que effectivement, sur le chantier, on rencontre trop d'installations où on n'a que de la phase qui passe derrière les interrupteurs. Donc, à suivre. Allez, on va faire encore deux petites questions et après on reprendra le cours de la présentation. Teddy, à nouveau, qui nous parle. Alors, vos actionnaires sont vraiment top, mais allez-vous sortir une gamme d'interrupteurs plus cosy? Donc là, bon, c'est un avis personnel, mais est-ce qu'il y a d'autres gammes, peut-être avec d'autres designs qui sont prévus à l'avenir chez Nodon ou pas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, non, hein, nous, on n'a qu'un seul type d'interrupteur. On explore, hein, d'autres designs probablement. Donc, on y réfléchit. Aujourd'hui, il n'y a rien de vraiment acté, hein, c'est clair. Après, à savoir qu'on a des confrères qui fabriquent qui sont spécialisés dans l'interrupteur. Donc, eux ne vont pas avoir de module, ils vont avoir des interrupteurs avec des cadres de 10 000 couleurs, avec des finitions alu, doré, or. Enfin, voilà, je dirais on a des confrères qui sont vraiment spécialisés sur ce créneau-là, quoi. Mm. Parfait. Allez, une dernière question là que je choisis, une rapide, et après on passera à la suite et on reprendra bien sûr, hein, toutes les autres questions à la fin de la présentation. Christophe qui nous demande pour une question rapide, quels sont les inconvénients du sans pile? Bah alors, je vais commencer peut-être par répondre mon avis. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment, à part peut-être du coup, donc comment dire, ce petit inconvénient, donc Aurélien l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Donc sur les interrupteurs totalement sans pile, on va avoir un appui un petit peu lourd, entre guillemets, un petit peu plus lourd qu'un appui classique sur un interrupteur classique pour justement générer l'énergie nécessaire. Euh, Après, sur les détecteurs d'ouverture, de capteurs de température, je ne vois pas vraiment d'inconvénient à part la nécessité qu'il y ait une certaine luminosité. Mais Ça, ouais, sachant qu'en plus, une pile de secours peut être présente. Donc quoi qu'il arrive, si on a un souci avec l'énergie emmagasinée, on peut quand même récupérer l'énergie de la pile. Donc, pour ma part, en tout cas, je ne vois pas d'inconvénient à ce niveau-là au niveau des capteurs. Et comme dit Malo, pour la pression, peut-être, c'est le petit bémol, on va dire. Aurélien, peut-être tu as d'autres choses à préciser par rapport aux inconvénients? Bah, moi, je suis assez d'accord. Après, on pourrait imaginer un autre inconvénient, mais bon, je dirais que c'est plus du domaine de l'expertise, c'est-à-dire on n'a pas d'accusé de réception entre un émetteur et un récepteur type télécommande ou interrupteur, par exemple. Donc, on pourrait imaginer qu'à un instant T, un interrupteur pilote son module correctement, et puis qu'au moment voilà, de refermer la boîte ou de refermer la boîte plexto ou le pot de centre, qu'on perde de la portée, et à ce moment-là que
du fait qu'on n'ait pas l'accusé de réception, on commence à avoir des problèmes en fait, et qu'il faille appuyer une fois, deux fois, trois fois sur la télécommande. Bon, je dirais ça, c'est plus des problématiques qu'il faut avoir en tête liées à la radio, mais il y a plein de manières en fait d'y pallier, comme installer un répéteur par exemple à un endroit stratégique dans le logement, de manière à répéter le signal et à fiabiliser son installation. Donc, bon, je dirais, on a des gens qui essayent de bricoler, qui rencontrent ces problématiques qu'on n'a pas sur certaines autres technologies. Bon, un installateur bien formé qui est tout à fait au fait de ces problématiques va trouver un moyen de résoudre le problème sans aucun souci, quoi. Parfait. Du coup, il y a encore pas mal de questions, mais donc vous inquiétez pas, on viendra un peu à la fin sur les questions. Donc, Aurélien, je te laisse reprendre la main. Si tu dois toujours avoir le contrôle de mon écran. Voilà, c'est bon. Donc, je te laisse reprendre la main sur là. Voilà, donc ça c'est des références. Donc les champs d'application, où est-ce qu'on peut installer donc et où est-ce qu'on a installé des produits en N-Océan. Donc ça va être des bureaux, donc de la gestion. Alors voilà, on a la slide suivante. Voilà. Allumage, extinction automatique des lumières. Donc, encore une fois, dans le but de faire des économies d'énergie ou voilà, d'éviter de faire le tour de 50 bureaux pour aller vérifier que toutes les lumières soient éteintes. Gestion automatisée des volets, des stores, détection d'ouverture de porte et détection de présence pour faire de la régulation de température, régulation de chauffage, détection incendie, gestion de température. Donc ça, c'est vraiment tout un tas d'applications qu'on peut avoir dans des bureaux avec cette techno N-Océan. Là, vous voyez dans cette illustration, en plus, on a des magnifiques murs vitrés. L'avantage du sans-fil, c'est qu'on vient coller directement un interrupteur sur une cloison vitrée sans aucun souci, quoi. C'est compliqué de percer un trou dans dans la vitre, effectivement. Ouais. Voilà, ouais. Donc Et ça, puis là, c'est vraiment une grande flexibilité. Et puis encore une fois, avec cette gamme de dispositifs Nodon, on va pouvoir avoir un fonctionnement autonome, donc sur l'éclairage, sur les volets ou les stores, en fonction des informations récupérées des capteurs. Mais ensuite, on peut aussi aller plus loin avec une box domotique compatible, comme par exemple JDAM avec le protocole N-Océan. On va pouvoir également récupérer ces informations, les récolter, les analyser dans une seule interface, par exemple à l'accueil, pour par exemple visualiser, savoir quelles sont les salles occupées en fonction de la présence. Et également, par exemple, rajouter d'autres systèmes par la suite, comme une gestion d'accès avec contrôle RFID, par exemple. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, un autre champ d'application, donc, comme on en avait parlé succinctement en début de présentation, donc les écoles, la gestion des salles de classe, ça c'est un poste de dépense important au niveau énergétique, parce que forcément, les salles de classe sont occupées par des élèves qui ne payent pas la facture énergétique à la fin du mois. Donc, des radiateurs qui chauffent à bloc juste en dessous d'une fenêtre ouverte, c'est quelque chose d'assez courant. Donc là, détection d'ouverture de fenêtre qui vient couper un radiateur dans la salle de classe. Pareil, faire de la détection de présence pour voir si la salle est occupée ou non. Et dans ce cas-là, mettre la température en écho. Avoir des commandes d'éclairage pour le vidéoprojecteur au tableau pour fermer les volets, éteindre la lumière directement accessible au professeur. Gestion de température, centralisation des ouvrants aussi, éviter d'aller auprès des 5, 6, 7, 8 fenêtres qu'il y a dans une classe pour aller fermer les volets à chaque fin de cours. Donc ça, c'est vraiment des usages qui sont assez appréciés dans ce champ d'application. Et puis, peut-être tu peux nous donner plus de précisions sur le prochain micromodule Field Pilots qui devrait sortir avec Nodon, notamment sur l'association directe. Qu'est-ce qu'on pourra faire concrètement avec ce micromodule? Là, typiquement, avec le module Field Pilot qui va sortir cet été, on pourra faire une association directe avec un capteur d'ouverture, fenêtre,
Et donc, on peut imaginer que dès qu'on ouvre la fenêtre, à ce moment-là, le radiateur se mettra en écho. On referme la fenêtre, le radiateur se remet en mode confort. Pareil, on peut l'associer à un détecteur de mouvement. Et à ce moment-là, dès qu'il y a du mouvement dans la salle, on se met en température confort. Dès qu'il n'y a plus de mouvement, après 1 heure, 2 heures, hop, à ce moment-là, le radiateur se remet automatiquement en mode écho. Et on pourra tout à fait associer les deux, donc un détecteur de mouvement et des détecteurs de fenêtres sur un même module, et tout ça sans centrale. Donc, avec un coup, avec 3-4 produits, on peut faire de l'automatisation de chauffage intelligente, entre guillemets, quoi, Voilà. avec une petite intelligence, disons, voilà, pour un faible coût, quoi, en fait, hein. Et après, Après, effectivement, Après, bien récupérer sûr, on pourra toutes récupérer ces informations, ouais, avec la box et avec une box éventuellement. Mais ces usages primaires, ils sont conservés. C'est ce qui est intéressant avec la gamme. Et ensuite, bien sûr, avec une box, on pourra faire, par exemple, donc, ce que vous avez déjà mentionné euh, lors d'une interview, vous aviez mentionné le fait que à distance, on peut vérifier que tous les volets soient fermés pour protéger un peu plus le site en cas de, voilà, en cas de tentative d'intrusion. Donc ça peut être une levée de doute grâce à l'utilisation d'une box domotique en complément. Et également pouvoir tout simplement les fermer à distance ou même constater qu'il y a une fenêtre ouverte à distance et pouvoir intervenir sur place. Donc ça, c'est également utile aussi d'ajouter ensuite un peu plus d'intelligence au système. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de la sérénité, hein, la box, parce on a vraiment toutes les informations en temps réel au creux de la main. Mais disons que pour amener la chose, le poste énergétique, c'est quand même quelque chose d'assez convaincant. Donc, avec un faible investissement, on démarre. Et puis après, petit à petit, les gens apprécient. Et puis, on vend des systèmes un peu plus complexes, mais qu'on fait évoluer au fur et à mesure. Donc, ça, c'est Là, vraiment quelque chose qui est pertinent. Ouais. je voulais juste rebondir sur ce que tu disais parce qu'effectivement, nous, de par notre expérience, c'est ce qu'on voit et c'est ce qui est très apprécié et très bien avec les produits Nodon et le N-Océan, c'est qu'avec ces gammes de produits, on peut très facilement répondre à des besoins de manière concrète. Voilà, comme Aurélien l'a abordé, l'automatisation des ouvrants. La gestion globale des ouvrants, gestion de chauffage ou ce genre de choses, de manière très simple avec quelques produits sans que ce soit complexe. Donc l'avantage, c'est que pour l'installateur, c'est simple, il l'installe, ça fonctionne. Et derrière, c'est ensuite là qu'on va pouvoir amener autre chose en proposant un surplus. Mais en fait, on commence par des produits, par des choses très simples qui vont fonctionner de manière très simple et on va pas avoir peur en fait des problématiques qu'on peut retrouver avec d'autres solutions, etc. Où tout de suite, on va devoir mettre un petit peu plus les mains dedans. Donc, c'est vrai que c'est très facile avec ces produits de répondre à plein de besoins simples et ensuite d'aller plus loin pour faire la levée de doute, pour intégrer d'autres protocoles. Mais voilà, je voulais faire le point sur vraiment, c'est vrai qu'avec Et l'avantage. conserver cet usage simple. Ouais. Je te laisse reprendre la main du coup, Aurélien. Alors, un domaine d'application, donc évidemment l'hôtellerie, donc un petit peu sur le même principe que les écoles. Quand on loue une chambre d'hôtel, on ne s'occupe pas forcément du poste énergétique, ce qui n'est pas du tout le cas d'un hôtelier qui aurait 50, 100, 300 chambres. Donc là, pareil, quand on a une clim qui tourne avec une fenêtre ouverte, bon, si on arrête automatiquement la clim ou le chauffage, hein, tout simplement, avec un couple capteur d'ouverture et puis module au niveau du circuit de clim ou de chauffage. Là, c'est des économies qui sont quand même substantielles en fait pour un hôtelier. Donc là, après, on peut aller même beaucoup plus loin, hein, donc les commandes d'éclairage qui offrent aussi une certaine flexibilité parce que la chambre d'hôtel, elle va être agencée comme ça, donc on va mettre des commandes d'éclairage près du lit, par exemple, pour que quand le client se lève, il ait tout de suite accès à un interrupteur. Si demain on change la tête de lit ou la disposition de la pièce, bon, on peut déplacer facilement les interrupteurs. Donc, ce qui est quand même assez confortable pour un hôtelier, c'est d'avoir cette flexibilité. Pareil, donc on peut faire de la détection de présence. Donc là, c'est pareil pour avoir une centrale qui sait s'il y a de la présence dans la chambre pour envoyer la femme de ménage, par exemple. C'est des choses qui sont
assez courante et pertinente en fait dans ce milieu-là. Bon, tout comme la centralisation et la gestion de la température. Voilà, Ce donc, type de lecteur de cartes, par exemple, proposé par Nodon, qui fonctionne sans pile, sans fil. Donc, on peut l'intégrer facilement avec des vis ou des adhésifs. Et en fait, c'est simplement le fait d'insérer une carte. Donc, il n'y a pas de technologie sur la détection de cartes. Ça va être vraiment n'importe quel type de carte va générer l'énergie suffisante pour envoyer à une commande qui pourra activer un éclairage, désactiver un éclairage, par exemple lors d'un départ d'un client ou lors d'arrivée d'un client, justement. c'est ça. C'est ça. Alors après, un autre champ d'application. Voilà, donc évidemment, la résidence pavillonnaire. Donc là, on peut faire de la détection de présence, la centralisation d'éclairage, de volets. Donc ça, c'est quelque chose qui est très demandé, surtout sur les pavillons avec étage, d'avoir une centralisation pour couper l'étage inférieur, une centralisation pour l'étage supérieur. Voilà, je vais me coucher, j'ai éteint tout le rez-de-chaussée. C'est quelque chose qui est assez demandé. Même pareil, hein, un bouton qui permet de fermer tout le logement et d'éteindre toutes les lumières. Donc ça, c'est des choses qui sont pertinentes. Pareil, la détection jour-nuit, donc avoir les volets qui s'ouvrent le matin automatiquement ou qui se ferment automatiquement le soir. On a beaucoup de personnes vieillissantes ou handicapées qui commencent à s'équiper. On voit parce que forcément, dans une maison, tous les matins, aller ouvrir 12 volets, 10-12 volets, et tous les soirs, aller les fermer. Bon, bah, sur une certaine population de personnes, c'est quelque chose qui devient très, très compliqué. Donc, les gens ne le font pas. Bon, bah, dès qu'ils s'équipent avec des automatismes comme ça, c'est quelque chose qui est très, très confortable. Au même titre, donc on peut optimiser ces factures de chauffage, même si dans le pavillonnaire, en général, on fait assez attention à sa consommation de chauffage. Mais on peut l'optimiser avec des capteurs d'ouverture, surtout si on a des enfants voilà, qui font pas attention. Capteurs d'ouverture porte-fenêtre, bon, bah, on vient couper le radiateur. Avec la centrale aussi, on va pouvoir s'assurer une certaine sérénité, de savoir qu'il n'y a aucun capteur qui détecte du mouvement chez soi quand on est à l'extérieur. C'est quand même quelque chose de rassurant, quoi. Sachant aussi qu'on pourra, sur certaines centrales, intégrer les caméras. Donc, on pourra avoir une seule interface pour visualiser à la fois s'il n'y a aucun mouvement chez nous et à la fois visualiser ce qui se passe réellement avec des caméras. Donc, encore une fois, on rajoute une couche d'intelligence, mais derrière, les fonctions primaires restent conservées avec les produits Nodon. C'est ça. Voilà, donc un peu à l'identique que le pavillonnaire, il y a l'appartement, hein, donc avec les mêmes usages, hein, je dirais globalement, hein, centralisation des volets, centralisation des lumières, voilà, régulation de chauffage avec les ouvertures de portes, fenêtres, centralisation aussi de la température pour les différentes zones du logement. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles, qui sont souvent demandées. Un champ d'application aussi qui est très intéressant, c'est les commerces. Les commerces, détection de mouvement. Voilà, on peut imaginer une vitrine qui s'allume uniquement quand il y a quelqu'un à proximité, ou même tout simplement une étagère qui s'allume uniquement quand il y a quelqu'un qui s'approche. Donc, en plus de l'économie d'énergie qu'on va faire, il y aura l'effet waouh qui va rentrer en compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez apprécié. La détection d'ouverture de fenêtres et de portes aussi. Combien de boutiques font tourner leur clim avec la porte d'entrée ouverte. Bon, là, c'est quelque chose sur les… Voilà, c'est un poste énergétique qu'on peut récupérer assez facilement, en fait. Hein. Au niveau investissement, c'est assez vite amorti dans ce genre de configuration. L'industrie. Donc l'industrie, ça c'est pareil, c'est un milieu qu'on voit de plus en plus. Donc ça va être de la centralisation aussi d'éclairage. Hein. On vient allumer un atelier avec un seul bouton.
Donc, bon, quand l'atelier fait plusieurs dizaines, vingtaines, centaines de mètres, comme celui qu'on voit à l'écran, bon, le soir, après une journée, on est bien content d'avoir uniquement un appui à faire sur un bouton avant de quitter les lieux. On peut faire de la gestion donc de présence. Donc là, c'est pareil, le soir, quand les ateliers ferment, on est capable de détecter tout de suite où est-ce qu'il y a de l'activité, du mouvement, sans avoir à aller à faire le tour d'un site qui ferait des hectares complets. Donc ça, c'est vraiment une demande qui est croissante, hein, qu'on observe chez nous. Voilà. Et pour finir, on a les bâtiments historiques. Donc là, c'est pareil, c'est une demande qui est de plus en plus croissante. Les bâtiments historiques, on n'a pas envie d'y toucher, on a envie de limiter les travaux. Donc là, c'est le sans fil, sans pile, c'est vraiment la réponse à cette demande. Vous imaginez bien qu'un bâtiment comme une cathédrale et tout ça, c'est difficile à chauffer, ça coûte très cher de le chauffer. Donc, si on peut optimiser un minimum le chauffage ou le cas échéant, la climatisation, centraliser les éclairages aussi dans un château ou des choses comme ça, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement pertinentes. Donc là, c'est pareil. Détection de mouvement aussi, de savoir que toutes les zones du château sont désertées ou allumer les zones uniquement quand il y a de la présence. Ça, c'est des choses qu'on voit vraiment de plus en plus chez nous. Et puis à distance, encore une fois, on va pouvoir superviser, visualiser les informations. Et dans ce cadre-là, par exemple, ce qui avait été mentionné par Coralie de ton équipe, c'est en fait le fait de pouvoir visualiser un historique de température et de l'humidité pour surveiller et éviter qu'il y ait une dégradation de ce bâtiment. Donc pouvoir prendre des précautions à ce niveau-là en surveillant justement cette évolution. C'est ça, ouais. C'est ça. Comme le moindre tapisserie ou tableau a souvent une grande valeur, quoi. C'est intéressant d'avoir un retour, un historique en fait des températures et de l'humidité. Voilà. Bon, quelques usages simples rapidement, hein, donc on peut faire avec en standalone avec peu de produits finalement. Donc ça va être voilà, créer un va-et-vient sans travaux par exemple. Donc là, un couple interrupteur, module d'éclairage. On place le module d'éclairage derrière l'interrupteur existant. En 10 minutes, montre en main, on vient installer un nouvel interrupteur dans une pièce. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans tous les… Ouais, dans la vraie vie. Voilà, que ça soit dans dans les bâtiments, dans le résidentiel, dans l'industrie. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu partout, qui est très, très simple, qui permet d'amorcer un petit peu le chantier, je dirais, et qui permet de revenir pour aller proposer d'autres pièces, d'autres prestations, en fait, derrière. Voilà, encore un couple qui n'est pas très très cher finalement et qui rend bien des services, c'est le détecteur de mouvement avec le module ou détecteur de mouvement avec une prise qui permet de gérer intelligemment l'éclairage ou le chauffage. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très simple à mettre en œuvre, qui limite les travaux, qui limite les frais. Donc tout le monde est content et qui permet de rentrer, très simplement de répondre à des problématiques ou créer des automatismes très simples euh, justement avec un coût relativement dérisoire. C'est ça, c'est ça. La centralisation et le pilotage des volets roulants. Donc là, c'est pareil. Enfin, je vois autour de moi des gens, en fait, à chaque fois qu'ils installent un volet roulant, on leur livre une télécommande. Donc à la fin, ils ont carrément une étagère avec toutes les télécommandes de leur volet roulant pour les centraliser. Bon, là, voilà, un couple module interrupteur, module télécommande. On vient faire sa centralisation en fait sans rien de plus. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très simple à mettre en œuvre.
Là, c'est pareil, gérer donc les accès d'un logement. Donc, c'est illustré avec une porte de garage, mais ça peut tout à fait être un portail coulissant ou abattant. Un module multifonction, une télécommande, et on a une télécommande pour son portail, pour son garage. Donc, quand on rentre chez soi. Voilà, donc là, celui qui est très vendeur en ce moment, le couple capteur d'ouverture, module donc pour gérer le chauffage. Hein. Donc, on ouvre une fenêtre, tout de suite, on vient couper le chauffage, on vient couper la climatisation. Prochainement, on va pouvoir mettre en écho si on n'a pas envie de le couper entièrement. Donc ça, c'est des choses qu'on fait facilement aujourd'hui. Voilà. Voilà, merci. Du coup, ça fait déjà 1 heure. On a pas mal de questions. Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais on va essayer de faire au mieux. Donc, voilà, on va reprendre. Juste avant de passer aux questions, parce que je vois, voilà, pour tout complément d'information, vous pouvez contacter donc Aurélien donc, de Nodon. Vous avez son adresse email. Sinon, vous pouvez directement contacter Smart Home Europe également pour toute demande via notre assistance directement ou le formulaire de contact directement sur le site Smart Home Europe. Du coup, donc on va reprendre un petit peu les questions. Donc, on va commencer avec la question de Gilles qui nous dit bonjour, il y a l'autre concurrent principal comme la solution Deltador X3D. Elle peut commander aux éclairages sans centrale TDOM Live Domus. Combien de distance libre pour commander le module récepteur? Il y a pas mal d'informations dans cette question. Alors, je ne sais pas si, je te laisse la parole Aurélien, je ne sais pas si Nodon considère réellement Deltador comme un réel concurrent, parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même. Je te laisse répondre. C'est un concurrent sans en être un. Hein. Disons qu'ils ont une solution, effectivement, hein, qui fonctionne très très bien hein, chez Deltador. Bon, on n'est pas du tout sur la même philosophie d'interopérabilité chez Nodon que chez Deltador. Donc, effectivement, il y a des applications standalone. Par contre, quand on pose du Deltador, on continue avec du Deltador. Donc, c'est un choix, hein, ça fonctionne très très bien. Combien de distance libre pour commander le module récepteur? Alors, nous, on donne souvent les indications en indoor, c'est-à-dire que on donne environ 25-30 mètres de portée indoor au travers de 3 cloisons sèches, puisqu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à indiquer les 100 mètres qu'on a en champ libre, en fait, puisqu'on ne fait jamais une installation dans un champ. Très bonne réponse. Ouais. Donc, non, quand on donne une indication, c'est en général indoor au travers de 3 cloisons sèches. Évidemment, on a des ennemis comme voilà, une chape en béton armé, un mur en briques ou des choses comme ça qui peuvent venir un petit peu réduire les distances. Bon, après, voilà, il faut garder à l'esprit qu'il y a cette possibilité sur les appareils qui sont raccordés électriquement d'activer la fonction répéteur, donc ce qui nous permet de répéter et de propager un signal radio et de couvrir d'assez grandes distances, quoi, en fait. Hein. Parfait. Donc ensuite, nouvelle question de Thomas. Vous avez dit la prise avec détection coupure de courant ou avec la mesure de la consommation. Il y a les deux, de toute façon. C'est ça, ouais, c'est la prise on-off à un détecteur de coupure de courant, donc il faut activer. Ou alors on a la prise avec mesure de consommation, qui n'a pas ce système de détection de coupure de courant, puisque tout simplement, si la box détecte que la prise est allumée et qu'elle consomme 0, c'est probablement qu'il n'y a pas d'appareil derrière, quoi, en fait. Donc on peut faire cette détection plus ou moins en fait, hein, avec la box. Donc voilà, donc les deux existent. Ensuite, donc là, on a une petite question de Jean-Christophe qui effectivement suit bien notre programme de webinar, car il aborde le sujet de Schneider qui semble répondre en partie au problème de force d'appui sur du sans fil sans pile. Est-ce que Nodon a une position, une réponse à apporter à ce sujet?
Une position, non, et effectivement, ils ont une vraie réponse hein, ce problème d'appui, en fait, avec un appui faible, finalement. Donc, c'est une solution qui est très, très intéressante, sur un design en plus qui est relativement connu et démocratisé, je dirais. Ouais. Bon, voilà. Après, c'est une solution Schneider hein, qui est avec une offre pour la maison qui est très très pertinente, mais c'est une offre Schneider, donc je dirais au même titre que Delta d'Or. euh, le, nous, en fait, c'est une solution un petit peu propriétaire, quoi, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas cette possibilité d'aller voir d'autres fournisseurs qui pourraient compléter la gamme. Donc, on se Oui. compte de leur catalogue. Alors, je pense que comme la solution est relativement nouvelle, il va s'étoffer, mais on n'est pas du tout sur une solution interopérable. Mais c'est une vraie réponse, quoi. Et une solution qui est peut-être plus adaptée pour le particulier et moins pour dans des cadres professionnels, notamment par sa fréquence, le 2 Go 4, qui peut poser des problèmes peut-être dans des espaces partagés, par exemple, dans les endroits pardon, où il peut y avoir des connexions Bluetooth de téléphone ou des connexions Internet. Pour le coup, c'est une autre offre qui est différente. Donc voilà, chacun a ses avantages et ses inconvénients, je dirais. Tout Et à fait. donc ça va dépendre du profil, hein, je pense, hein, parce que voilà, avec les Océans, vous allez pouvoir utiliser non seulement ce qui est compatible, non seulement pardon, avec la gamme Nodon, mais aussi vous allez pouvoir ajouter d'autres produits plus subtils qui utilisent le Océan, mais qui ne sont pas forcément de la gamme Nodon. Tout à fait. Voilà. Donc, à Euh, découvrir. Donc, comme d'habitude, hein, c'est comme le débat Z-Wave et Océan, Zigbee, quel est le meilleur? Il n'y a pas ouais. vraiment de réponse à ce sujet. Hein. Moi, le seul point que je voulais rapporter, c'est que, comme l'a dit Aurélien, c'est effectivement Schneider sur ses émetteurs apporte une vraie réponse là-dessus. Par contre, voilà, Nodon sur beaucoup d'autres sujets apporte d'autres réponses aussi très intéressantes. Donc voilà, c'est vrai que euh, aujourd'hui il y a plusieurs solutions, mais c'est vrai que voilà, avec le N-Océan, on va avoir beaucoup d'autres avantages qui n'existeront pas aujourd'hui Et chez. ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il y a des solutions pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant à retenir. Mais du Ah, coup, c'est un super teaser pour le prochain webinar. Effectivement. Cyril qui nous demande pourquoi sur le boîtier Raidin, vous n'avez pas pu créer les connexions avec les entrées interrupteurs. Alors en fait, c'est pas qu'on n'a pas pu, c'est qu'on n'a pas jugé pertinent de les mettre au départ, puisqu'on s'était dit que si on met le module au tableau électrique, Pour mettre un autant, interrupteur sans fil. voilà, autant s'affranchir de quelques fils et avoir à éviter de mettre donc des interrupteurs filaires en fait qu'on ramènerait au tableau. Euh, il s'avère qu'on a des demandes qui sont de plus en plus récurrentes pour pour qu'on les ajoute, parce qu'il y a des installations avec des télérupteurs notamment, où les télérupteurs reviennent enfin, où les boutons poussoirs pardon, reviennent au tableau. Donc effectivement, comme on a de la demande, on a décidé de proposer une version 2 du module Raidin, enfin du boîtier Raidin, pardon, qui, qui permettra de raccorder les entrées interrupteurs. Donc ça arrive. Ça arrive. Parfait. Nouvelle question de Cyril, bonne question d'ailleurs, parce que c'est vrai que le boîtier Raidin, il est compatible avec tous les micro-modules, il me semble. Et est-ce qu'il le sera du coup avec le module fil pilote? Et le nouveau boîtier qui arrive le sera. Oui. Parfait. Il arrive avec le module fil pilote. Parfait. Bonne question Ludovic. Faites-vous des thermostats? Alors, on n'a pas de thermostat au catalogue. Un projet sur lequel on travaille depuis quelques temps, c'est un contrôleur de température. Donc, ce serait un afficheur qui indiquerait la température d'une pièce et qui permettrait de donner une consigne de plus, moins, en fait, de température vers une box domotique. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, qu'on est en train de mettre au point. On a encore des choses sur lesquelles on se pose des questions sur les usages et tout ça.
On est très, très preneur de vos demandes à ce niveau-là de la fabrication de ce produit. Parce que tous les retours que vous pourrez nous faire en fait sur vos besoins, chantiers et tout ça, c'est des retours qui sont très très pertinents. Donc si vous avez des suggestions, je dirais c'est le moment de les faire pendant qu'on est en train de construire ce produit. Parfait. Merci. Martial qui nous pose donc toujours sur votre gamme de produits, est-il prévu un module variateur? Ouais, il est prévu et donc c'est pas le prochain qui sortira, mais il va suivre de près le module sans neutre. Donc je dirais courant 2021, courant fin, on va dire, je pense. À Parfait. voir. Ouais. C'est bon à savoir, au moins on a l'information. Donc bon, Jean-Luc, on a déjà plus ou moins répondu, distance maxi entre module et actionneur. Voilà, Aurélien nous avait dit 20 à 25 mètres. Donc, C'est voilà. ça. Indoor. Indoor, bien sûr. On a une autre question de Ficrette. Bonjour tout le monde, pouvez-vous nous en dire plus sur la connexion avec Alexa? Voilà, je vais répondre rapidement. La connexion à Alexa, ça passera par des box domotiques. C'est pas, on n'est pas. Aujourd'hui, on ne va pas contrôler en direct des modules N-Océan avec un assistant vocal. Pardon. Voilà. C'est pas, on va pas pouvoir faire ce qu'on va faire avec du module très grand public en Wi-Fi ou ce genre de choses où on va avoir un contrôle direct. Là, on va passer par une centrale qui va permettre de faire cette connexion. C'est ça. Cyril, pour paramétrer ou tester en local l'N-Océan sans box domotique, avez-vous des solutions à conseiller en termes de support via smartphone ou autre et dongle N-Océan? L'idée de pouvoir tester le protocole ou pour des dépannages et idem dans l'idée pour tester la luminosité de l'emplacement du produit. Pour commencer à donner un début de réponse, Aurélien, je te laisserai compléter. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 solutions à part l'utilisation d'un dongle N-Océan type USB 300 de référence. Avec le logiciel Dolphin View sur un ordinateur. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'autres solutions pour faire cela. C'est la meilleure. En plus, elle a le mérite d'être un super rapport qualité-prix. Donc, ça coûte vraiment pas cher de brancher un dongle N-Océan sur une machine Windows, d'installer Dolphin View qui est accessible gratuitement. Donc, et puis, on a vraiment tout un tas de retours sur comment la bonne portée des produits, si tout est bien paramétré, configuré, si les répéteurs sont activés, tout ça. Donc, c'est vraiment l'outil l'outil de référence, quoi. Parfait. Juste pour ce sera via un ordinateur. Il n'y a pas de version comment dire, smartphone de Dolphin View, quoi. Non, pas encore. Voilà. On va passer très rapidement sur cette question, parce que là, c'est sur le Z-Wave, ce n'était pas le sujet. Mais Stéphane nous demande, est-ce que l'appairage des interrupteurs double en Z-Wave avec une box a été amélioré? Donc, je pense que là, ce que tu veux dire, Stéphane, au niveau de cette question, c'est peut-être aussi par rapport à la problématique. Souvent, en Z-Wave, il y a une problématique avec les émetteurs. Et c'est vrai que chez Nodon, les interrupteurs s'endorment relativement vite. Et donc, il faut les réveiller souvent en fait, au moment où on fait l'appairage en Z-Wave. On réveille et généralement, l'appairage se passe bien, mais je ne crois pas qu'il y a vraiment d'axe d'amélioration. Non, ouais, enfin, on nous a pas souvent remonté ce problème, quoi. C'était quelque chose je dirais, d'assez anecdotique, en fait, des problèmes d'appairage. Alors après, si ça remonte trop fréquemment, effectivement, on fera le nécessaire, mais Je ne pense pas. ouais, on On ne a quand l'a même pas pas. mal de retours, nous, à ce sujet, donné qu'on vend quand même pas mal de box en Z-Wave. Mais c'est Ouais. vrai que souvent, on a des gens qui nous posent la question, c'est bizarre, j'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Souvent, on leur dit simplement de faire, on va dire, faire une exclusion, reset, on le réinclut, on le réveille juste après l'inclusion et généralement, ça règle le souci, quoi. Donc, au final, Bon, peut-être pour ça que ça remonte pas à notre niveau, mais oui, ouais. non, en général, on a la réponse et ça répond simplement et la plupart du temps, ça répond à la problématique. Donc, voilà. Okay. Stéphane qui nous dit il était facile pour le client de désappairer. Ah, pardon, donc je crois qu'on a du mal à répondre à sa question. Ah oui, d'accord. D'accord, non, là, j'ai pas de.
Alors ça, c'est pareil, on nous l'a rapporté une fois. Euh, Qu'effectivement, des fois, on faisait un reset en fait sans faire exprès. Oui, je crois que le reset, c'est quand même un appui simultané sur les deux boutons du bas en général. Ouais, qui est maintenu. Bon, c'est arrivé une fois ou deux, mais ça aussi, c'est assez anecdotique. Donc, on n'a pas d'amélioration là-dessus, quoi. Qui Merci. est, mm. Thomas qui nous demande pas de déclenchement des scénarios par un interrupteur no done pour l'interrogation. Si, via une box ou aucun problème, hein. On va simplement, généralement dans une box, on a une valeur, on va dire, hein, qui correspond à l'appui qu'on a fait. On va réutiliser cette valeur comme, excusez-moi, on va réutiliser cette valeur pour, excusez-moi, je vous laisse prendre la main. Ouais, donc non, il y a aucun problème pour le faire. Effectivement, comme disait Mallory, on intègre finalement la télécommande, l'interrupteur à la box et au lieu de l'appairer donc à un autre module pour faire une action, on lui demande tout simplement de déclencher un scénario. Donc, aucun problème à ce niveau-là, quoi. Ensuite, on a une question de David. Donc, si des modules sont présents un peu partout dans un bâtiment, peut-on dire que la couverture sera correcte? Alors, oui, non, ça dépend du bâtiment. Je dirais, bon, tout ce qui est résidentiel pavillonnaire, on peut être à peu près sûr que la couverture sera correcte, même si on peut imaginer qu'il faille utiliser un ou deux ou trois répéteurs maxi sur des grosses résidences. Après, dès qu'on attaque des gros bâtiments, il va falloir passer par des box qui véhiculeront en fait le signal un petit peu partout dans le bâtiment. Typiquement, un hôtel, on ne va pas imaginer faire un hôtel de 18 étages avec simplement des produits comme ça, quoi. Si on veut vraiment une supervision globale, il va falloir mettre des box un petit peu à chaque étage ou au moins en quinconce, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui méritent d'être à l'étude. Nous, on répond hein, tout à fait à ce genre de sollicitation. Si quelqu'un a un projet un petit peu d'envergure, qui a des doutes et tout ça, nous, on est là pour assister, pour répondre, pour faire une étude sur le projet, donner des informations, des indications, afin que le projet soit réalisé sans aucun problème. Ensuite, on a une question de Martial. Donc, quel gateway utilisez-vous dans ce genre d'installation? Quel genre? En fait, ça dépend beaucoup du projet. On a vraiment, ouais, tout est d'une question de projet. On a un projet de bâtiment connecté. Que veut faire le client? Euh, Bon, si c'est un hôtelier qui nous dit je veux que mes 300 chambres, il y ait un détecteur d'ouverture sur du chauffage, on ne va même pas lui proposer une gateway d'office. S'il veut faire de la centralisation, est-ce qu'il est intéressé par avoir une solution qui soit dans le cloud ou est-ce qu'il veut que ça fonctionne en local? Tout ça, c'est des questions en fait qui vont orienter le choix. Donc, on n'a pas de… Oui, vous avez en plus différentes box domotiques compatibles Océan, donc potentiellement compatibles avec votre gamme. Donc, vous allez pouvoir vous adapter avec l'utilisation de différentes box pour chacun des projets. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment une question sur mesure. Sur mesure. Tu veux reprendre la main, Mallory? Non, je te laisse garder la main pour le moment. Moi, je vais répondre. Je vois qu'il y a quelques questions en doublon. Je vais répondre à l'écrit aux questions en doublon. D'accord. D'accord. Alors, une question de Cyril. Est-il possible d'associer une sonde de température au récepteur Phil Pilots pour piloter un radiateur électrique en température? Non. Non, parce que là, en fait, dans le cas d'une sonde de température, c'est un petit peu délicat. C'est-à-dire que on va avoir une température de consigne qu'il va falloir possiblement choisir. Donc là, en fait, il va falloir beaucoup d'intelligence pour pouvoir faire ce genre de réglage. On ne peut pas le faire dans un simple module, de dire, bon, bah, OK, la température de consigne, ce sera 21, ah, puis en fait, ce sera 19 et tout ça, et de faire la régulation avec un hystérésis et tout ça. Donc, c'est assez complexe de mettre ça dans un petit module qui tient dans un pot d'encastrement. Donc, non, la sonde de température va avoir
tout toute cette interprétation en fait qui sera faite au niveau d'une centrale, et après c'est la centrale qui dira bon voici la consigne, température, confort, hors gel, éco, etc. Donc c'est vraiment pas possible de le mettre dans un petit accessoire comme ça, dans un petit produit comme ça. Ensuite, nous avons une question de David. Et pourquoi pas plus de modules Nodon sans fil avec des entrées capteurs afin de sélectionner nos capteurs, par exemple un contact magnétique intégré dans une porte vitrée câblée sur un module Nodon? Alors, sans fil avec des entrées capteurs directement, mais des entrées capteurs filaires ou Est-ce que oui, David, si tu es là, est-ce que tu peux nous repréciser ta demande? Donc ensuite, on a une question de Philippe. En cas de réception limite sur certains modules Nodon, moins 94 ou 95 décibels, comment faire un bilan des modules effectivement en répéteur, des trames répétées? Ouais, ça, donc soit avec Dolphin View ou des fois la box, s'il y en a une, elle donne les indications. Hein. Typiquement, enfin, je vois dans le cas de Vidom, hein, par exemple, on a carrément une couleur sur les niveaux de signaux. S'ils sont vraiment bas, donc les signaux sont en rouge, on active un répéteur et les signaux repassent en vert, quoi, en fait. Donc, la box peut être l'outil de diagnostic qui va permettre d'activer ces répéteurs à des endroits appropriés. Sinon, effectivement, il y a Dolphin View. C'est un petit peu plus compliqué à interpréter. Hein. Ça demande de mettre un peu les mains dedans au départ, mais c'est un super outil de diagnostic à ce niveau-là. Ensuite, nous avons une question de Martial. Peut-on faire un zoom sur Quick Move et comment l'utiliser? Idem pour le remote commissioning. Donc pour l'instant, ce n'est pas prévu. Après, on peut éventuellement en discuter en interne avec toi-même, Aurélien. Oui. Ouais. Voilà. C'est ça, en fait, hein, pour l'utiliser, Quick Move, bon, c'est clairement la box qui doit pouvoir l'utiliser. Après, le remote commissioning, c'est pareil, il doit être géré par une box. Sinon, on peut s'amuser avec Dolphin View. Hein. Nous, on met à disposition des tutos pour jouer avec, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est surtout au niveau de la box, donc à voir par la suite comment il sera implémenté. Alors ensuite, on a une question d'Erjo. Alors, un vrai détecteur de présence au détecteur de mouvement. Alors, j'ai pas compris. Alors, est-ce qu'il… Je pense, si je peux me permettre, je pense qu'il demande s'il va y avoir un détecteur de… Ouais. Parce qu'il y a une différence entre la détection de présence et la détection de mouvement. Je crois que c'est la détection de présence, elle détecte la chaleur. Mais Donc, je pense que la question est, est-ce que Nodon va proposer ce type de détecteur? Est-ce que vous avez prévu d'autres types de détecteurs autres que celui que vous avez déjà qui détecte lui les mouvements mais qui ne distingue pas forcément la présence? Non, pas encore. Ouais. Non, on a très peu de demandes en fait sur de la. Ouais, si c'est dans le cas d'une présence inerte, quoi, en fait. Hein. On a vraiment pas beaucoup de demandes en fait sur ce genre de choses. Voilà, souvent ce qu'on propose, c'est de faire une petite optimisation en fait. Hein. Si c'est par exemple un couloir, on va mettre des tempos qui sont relativement courts. Si c'est des salles de réunion où les gens peuvent ne pas bouger ou pendant assez longtemps, on imagine des tempos assez longues, mais voilà, c'est des choses qui peuvent se résoudre comme ça bien souvent. On n'a pas encore beaucoup de demandes en fait sur de la détection de présence inerte, quoi, en fait. Hein. On a une question de John. Donc, bonjour, les nouveaux interrupteurs Schneider utilisent le protocole EnOcean et sont donc compatibles avec les modules Nodon. Alors, si c'est la gamme Audace SFSP que vous mentionnez, là, c'est du Bluetooth, donc ce ne sera pas compatible directement avec EnOcean. C'est une autre fréquence et une autre technologie. Voilà, donc il nous reste encore quelques petites questions pour finir. Donc, nous avons une question de Thomas. Donc, quelle est la portée des émetteurs-récepteurs? Les répéteurs ont-ils besoin d'une alimentation permanente? Alors, pour la portée des émetteurs-récepteurs, tu l'avais mentionné précédemment. Donc, on est environ à 20 mètres, 15-20 mètres. Ensuite, les répéteurs ont-ils besoin d'alimentation permanente? Oui.
c'est les micromodules sur secteur. Tu me confirmes, Aurélien? C'est ça, ouais. En fait, tous nos produits qui sont raccordés au secteur ont cette capacité de faire répéteur. Parce qu'effectivement, c'est une capacité qui demande une écoute permanente. Donc c'est systématiquement des produits qui sont raccordés au secteur. Ouais. Par rapport à cette question de répétition, alors le maillage répéteur, combien de répéteurs peuvent exister en chaînage? Question de Thomas. Au maximum 2, en fait. Donc, on peut répéter des trames originales ou on peut répéter des trames répétées. Donc, l'idée d'une configuration optimisée, c'est vraiment d'avoir la box, si possible, au centre du logement et puis après de déployer comme en cercle, en fait, avec des niveaux 1, des niveaux 2, de manière à couvrir tout le logement quand c'est possible. Après, voilà, dans le cas de configuration sur des bâtiments très longs, très larges et tout ça, là, il faudra passer par plusieurs box domotiques, quoi. On a une question de Cyril. Donc, pour l'industrie, l'hôtellerie ou autre, oui, bien sûr, la solution est pertinente, mais avec les longueurs des bâtiments, il va y falloir la porter. Pour la porter, fonction répéteur nécessaire. J'avais lu à un certain moment, concernant la fonction répéteur, qu'il fallait faire attention avec les conflits. Qu'en dites-vous? Non, enfin des conflits. Ah oui, si. Alors, effectivement, il peut y avoir des conflits, effectivement. Il faut savoir, donc le N-Océan, on va avoir une écoute qui est très très fine. Forcément, quand un émetteur, on appuie sur un émetteur sur une télécommande, donc on va générer l'énergie qu'il faut pour envoyer une trame qui est très très courte. Donc forcément, si on vient polluer l'environnement et qu'on se dit ah bah tiens moi je vais pas m'embêter, je vais mettre tous mes produits en répéteur. Et à ce moment-là, donc on va imaginer une quarantaine, cinquantaine de produits qui vont être répétés par une quarantaine, enfin une quarantaine ou une cinquantaine de fois, et pourquoi pas quelques niveaux 2 qui vont répéter à nouveau les trames et océans. Donc là, effectivement, on va produire ce qu'on appelle un phénomène de collision. C'est-à-dire que deux télégrammes radio en fait vont rentrer en collision et on va avoir un effet, on va avoir un contre-effet, c'est-à-dire que plus rien ne va marcher potentiellement, alors qu'on s'attendait à avoir une meilleure couverture. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser des répéteurs à des endroits qui soient stratégiques, optimisés, et éviter de les regrouper. Forcément, si on a un répéteur dans une zone, c'est complètement inutile d'en activer 3, 4, 5, 6, 7 autres. Donc, quand on met la centrale au centre et puis qu'on a des répéteurs qui sont en cercle, forcément, on va couvrir des zones qui sont à distance des unes des autres, ce qui fait qu'on va éviter de produire ce phénomène de collision. Et puis, tu me confirmes, Aurélien, que les prises peuvent aussi agir en tant que répéteur. C'est bien ça? Donc, peut-être que dans ce cas-là, privilégier les micromodules si on a des micromodules installés, puisque les micromodules ont moins de risques d'être déplacés. Et donc, je pense que ce serait plus judicieux dans ce cas-là. Ouais, c'est plus judicieux. Ouais. On a une dernière question. Alors, Nodon prévoit-il une politique tarifaire plus agressive dans les mois à venir pour contrer certains concurrents? Alors, pour notre part, en tant que Smart Home Europe, donc déjà, vous le savez, si vous êtes professionnel, vous pouvez vous inscrire sur notre plateforme et bénéficier de tarifs professionnels. Ça, c'est une première chose. Après, Aurélien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce niveau? Pas spécialement. Enfin, nous, c'est vrai qu'au niveau concurrence sur ce qu'on fait exactement, on n'en a pas tant que ça finalement. Avec l'offre qu'on propose, elle justifie un certain niveau de prix malgré tout. C'est sûr qu'on n'est pas, on a des concurrents qui viennent un petit peu partout dans le monde entier, mais qui ne sont pas forcément certifiés, qui ne permettent pas forcément cette interopérabilité et tout ça. Nous, on a vraiment le mérite d'utiliser la technologie, enfin tout ce qu'on peut mettre technologiquement dans le produit, on le met. Il y a vraiment un effort de R&D systématiquement sur les produits. On parlait du remote commissioning. On a toujours été les premiers en fait à proposer ça. C'est un effort de recherche et de développement qui est justifié en fait sur le prix. Donc on ne peut pas faire du low cost en fait avec ce type de produit quoi, en fait, oui, et nous en tant que distributeur de produits Nodon, on a l'habitude de voir tous les produits qui circulent sur les différents projets.
en termes statistiques, on va dire, on n'a pas les chiffres exacts, mais on constate très peu de pannes sur tout ce qui est micro-module Nodon ou capteur. On en voit très peu passer. Donc, le rapport est plutôt très positif. Et aussi, on peut noter que le prix n'est pas excessif puisque, par exemple, en Inocéan, on retrouve énormément de dispositifs d'autres marques qui sont bien plus onéreux. Donc, Nodon a vraiment démocratisé, on va dire, certains projets grâce à des prix plus attractifs que ses concurrents à ce niveau-là. Donc après, c'est vrai qu'on pourra trouver des dispositifs à prix très réduit sur d'autres technologies, mais ces autres technologies pourront être utilisées, par exemple, pour le particulier, mais pour des projets professionnels, ce sera plus compliqué. Et là, il est difficile de trouver d'équivalent à la gamme Nodon. Voilà. Donc, pour le coup, on a répondu à toutes les questions. Donc, merci en tout cas Aurélien pour ton expertise. Du coup, je remercie également moi-même Aurélien pour sa présence et du coup, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup. Non, c'est bien. Allez, au revoir. Au revoir.